Salut à toutes et à tous, merci de regarder ce nouvel épisode de l'œil de Moumou, la chronique média de Mourad Guichard sur le média qui est, on le rappelle, désormais diffusé sur le canal 165 de la Freebox, bien entendu sur YouTube, sur notre site internet. Salut Mourad. Bonjour à toutes et à tous, bonjour à toi Théo. Les traditions sont les traditions, il faut les garder. Tu as voulu commencer non pas par un, mais par deux préambules. Oui, de courts préambules. Alors il y a dans les années, je dirais 2000, peut-être 2010, l'humoriste Anthony Cavana avait un sketch assez récurrent qu'on entendait un peu partout, où il racontait que quand il était jeune, alors c'est un sketch, quand il était jeune, il avait obtenu un emploi d'été, un petit job d'été dans un hôpital où il devait s'occuper de personnes handicapées sur des fauteuils roulants, et qu'il avait commencé l'animation en disant si tu as la joie au cœur, tape des pieds. Et que donc il s'est fait virer, puisqu'évidemment on ne peut pas demander à des personnes handicapées de taper des pieds. Et ça, c'était un sketch. Alors là, c'est plus un sketch, c'est Emmanuel Macron qui s'est retrouvé complètement hors sol aux côtés d'athlètes handisport durant la fameuse cérémonie où il a reçu tout le monde à l'Arc de Triomphe. Je vous laisse regarder cette séquence complètement hallucinante. Donc je ne comprends pas, alors on le qualifie souvent d'immature, là je ne comprends pas qu'il n'ait pas réalisé qu'il était à côté de joueurs handicapés et que c'est pas forcément de sautiller devant eux, c'est pas forcément, et les inviter à sautiller et surtout à dire que qui ne saute pas n'est pas français. Je ne pense pas que ce soit du meilleur goût qui soit, et ça a choqué pas mal d'internautes, voilà, je m'en fais le relais, bien évidemment. L'autre chose n'a rien à voir, alors c'est à la fois ça fait rire, à la fois c'est un peu déprimant. C'est encore un montage de l'INA, j'avais déjà salué le travail de l'INA, l'Institut national de l'audiovisuel, qui fait régulièrement sur les réseaux sociaux, je vous invite à suivre leur compte tout simplement, qui font des montages, et là ils ont fait un montage avec l'arrivée de Barnier dont on a parlé la semaine dernière, et la manière dont ils argumentent, la manière dont ils sortent avec des jeux de manchettes, des belles et grandes phrases un peu vides de sens, et notamment ils ont repéré une phrase assez récurrente chez l'ensemble des premiers ministres de la Ve République. Je vous laisse regarder. Il faudra dire la vérité, et je dirai la vérité. Ma méthode est claire, elle reste la même. Dire les choses, dire la vérité même quand ça fait mal. C'est le courage de dire la vérité aux Français. C'est avec une ambition claire, dire la vérité. Je dirai donc la vérité aux Français. Je veux dire aux Françaises et aux Français la vérité. Je vous dois la vérité parce qu'elle est au cœur de la rupture. Nous sommes un peuple adulte, mûri par les épreuves, désireux d'entendre, de comprendre le langage de la vérité. Je tiendrai le discours de la vérité. Il faudra dire la vérité, et je dirai la vérité. Et nous aussi, aux médias, nous vous dirons la vérité, rien que la vérité, et toute la vérité. Et c'est parti pour les tops. Alors on commence par une auditrice de France Inter à qui tu tires ton chapeau. Oui, c'est rarissime parce que voilà, d'abord il y a un tel flot d'intervention dans les médias. Là, ça se passe sur France Inter. Alors il faut savoir que Caroline Fourest, parce que c'est elle dont il s'agit, qui est invitée sur France Inter, mais comme elle est invitée absolument sur tous les plateaux en ce moment, sans contradiction, pour vendre son livre critique concernant le phénomène MeToo, et bien Laurence, avec beaucoup d'émotion, vous allez l'entendre, va intervenir, va l'interpeller littéralement, et vous allez voir et regarder surtout la manière dont vraiment Caroline Fourest, avec un mépris et une suffisance totale, va lui répondre et va la dégager pratiquement. Je vous laisse écouter. Je pense que parler comme ça à une victime qui est en plein psychotrauma, si vous avez accompagné plein de femmes, je pense que c'est totalement délétère. Et je pense qu'aujourd'hui, ça commence toujours par une proposition déplacée. Et moi, dans mon quotidien, je ne rencontre pas beaucoup de gens qui ne font pas la différence entre un viol, une agression sexuelle ou un propos déplacé. Ce n'est pas vrai. Ça, je ne le vois pas. Par contre, tenir ce raisonnement-là, pour moi, de toute façon, ça discrédite la parole. Parce que ça met... De toute façon, ça réembraye sur le doute, sur ce que disent les femmes. Et on peut pas dire à quelqu'un qui a subi quelque chose donc on peut pas discuter, vous et moi alors?
On ne peut pas discuter. Qu'est-ce que je suis en train de faire là, Madame Fourest? Voilà. Je ne discute pas. Je suis en train de discuter avec vous. C'est pas parce que je ne suis pas d'accord avec vous que je ne discute pas. Je disais qu'elle était... donc on sait qu'elle est en contrat sur LCI. Elle a une émission, Caroline Fourest en roue libre notamment. Et c'est très étonnant de la voir effectivement sur toutes les chaînes, y compris les chaînes concurrentes d'LCI. C'est très étonnant. Et sur le service public. Enfin voilà. Et ça pose une question quand même de copinage à minima d'entre soi. Et je ne comprends pas. Elle est réintervenue encore sur cette histoire d'auditrice, Laurence. Et elle l'a chargée en disant qu'y compris, elle pouvait être fanatisée. Enfin, c'est complètement dégueulasse parce que je dis pas délirant, je dis simplement dégueulasse parce que cette femme qui s'est présentée comme une victime ou proche de victime, on sentait une émotion forte et comme Caroline Fourest visiblement ne supporte pas la contradiction, et c'est pour ça qu'elle va d'ailleurs chez les copains et les copines pour être sûre de ne pas être contredite, elle va utiliser des arguments absolument fallacieux comme elle sait le faire. Quand c'est pas le mensonge, ce sont des arguments et des coups bas qui me désolent profondément. Et un top 1 pour Philippe Poutou. Alors ça, c'est juste pour vous faire plaisir. Philippe Poutou, avec son franc-parler, va choquer les gens sur le plateau de BFM TV, car il va apporter une appréciation très personnelle sur des acteurs politiques qui sont là depuis toujours, qu'on va lui présenter, on va lui demander son avis, écoutez comment il va réagir. Et là, tous ces visages, David Lisnard, Philippe Juvin, Vincent Jeanbrun, Laurent Wauquiez, Bruno Retailleau, vous vous dites pas quand même, on a quand même un petit peu raté notre coup? En fait, ça aurait dû être Villepin, le Premier ministre. Ça aurait peut-être été effectivement moins mauvais. On a déjà donné. Ouais, mais bon, là, c'est peut-être le plus sensé du moment. Bah, là, il y a que des têtes d'autocar. Là, enfin, je sais pas comment vous dire. On les connaît par cœur. C'est des têtes d'autocar pour vous? En plus, c'était Macron qui s'en revendiquait à un moment donné. C'était un terme à lui, hein, le les amateurs. Soyez fiers d'être des amateurs. Donc, non, mais autocar, c'est plutôt une insulte. Oui, parce que là, on parle quand même du président, du groupe des députés LR à l'Assemblée, du président du Sénat. C'est con, je viens juste de parler. Ça fait 15 minutes que j'attends et puis j'arrive pas à... Oui, mais parce que Tocard, je suis obligé de vous reprendre. Si vous voulez, mais vous pouvez attendre après. On a le droit aussi de dire ça. Alors, ce qui m'amuse, c'est qu'à partir du moment quand on est journaliste et qu'on met sous le nez de Philippe Poutou, qu'on connaît tous et toutes très bien, on sait très bien qu'il va réagir comme ça, c'est évident. Il va pas dire « Ah, écoutez, je pense que pour l'avenir de la France... » Bah non, évidemment qu'il va balancer avec son aplomb que j'adore, il va balancer ce genre de remarques. Et moi, ça me choque pas du tout quand on regarde de manière, on va dire, individuelle le bilan des politiques qui ont été présentés sous le nez de Philippe Poutou. Alors là, tu veux nous parler de Mathieu Bock-Côté, mais j'imagine que c'est un top paradoxal. Oui, on va l'appeler comme ça, c'est pas mal, top paradoxal. Alors je rappelle qu'il y a des flops après les tops, hein, si vous êtes fidèle de cette chronique, et les flops, c'est quand vraiment on fait une connerie. Mais alors quand la connerie atteint un certain niveau, elle revient dans les tops, tellement c'est magnifique. Et là, j'avoue que j'ai bien ri. Donc Mathieu Bock-Côté, c'est l'extrême droitard qu'on a été chercher outre-Atlantique et qui assène des vérités sans aucune base, sans rien du tout, et qui surjoue à chaque fois. Et là, il va tellement être caricatural, tellement surjouer de manière absolument grossière, alors vraiment sur l'islam, sur les musulmans, patati patata, que même Elliot Deval, donc le journaliste en poste, va en perdre ses moyens. Il va complètement bafouiller et il va même en perdre le prénom de Mathieu Bock-Côté. Écoutez, c'est très très drôle, je trouve. Autour du concept d'islamophobie qui, ne l'oublions pas, consiste aujourd'hui à assimiler toute critique, non seulement de l'islamisme, mais ou de l'islam, ou de l'échec de l'intégration des populations musulmanes en Occident, selon certains, tout ça, c'est de l'islamophobie. Donc, au Canada, il y a une telle chose aujourd'hui qu'un islamisme d'État, et il est porté, il est légitimé par Justin Trudeau. Et justement, pardonnez-moi, Arthur, Mathieu Bock-Côté, j'ai perdu la seconde question. Alors, je reviendrai parce que c'est l'essentiel. Comment le Canada réagit-il? Comment la société canadienne réagit à cette proposition? Alors, ça pose également, nous en avons parlé ensemble, Théo, au tout début de cette chronique, quand elle avait commencé, ça pose le problème des transitions écrites. C'est-à-dire que, je le dis pour nos téléspectateurs et nos internautes, nous ne préparons pas, je ne sais pas ce que tu vas me dire. Donc, ça, je trouve que c'est plus simple parce que je découvre en même temps que les gens derrière leur téléviseur, en l'occurrence,
j'apprends en même temps que ce que tu vas me dire, les remarques que tu vas faire, et je trouve ça simple parce que ça fiche pas le truc. Et là, à force de tout écrire, ils se retrouvent comme des cons. S'ils n'ont pas la page sous les yeux, ils savent pas de quoi on parle. Mais alors là, aller jusqu'à se tromper de prénom, ça m'a fait rire que ce discours étant tellement énorme n'intéresse même pas les journalistes qui l'invitent. Et je me demande pourquoi on continue à l'inviter et à le faire parler sur tout et n'importe quoi. Un autre top paradoxal sur Franz-Olivier Gisbert. Alors vous voyez les ballots de paille là, qui traversent les routes dans les films de Far West, dans les westerns, ces fameux ballots de paille, ça m'a vraiment fait penser à ça. Fogg donc va réussir à ne rien dire en s'appuyant sur du vent. Il va citer un nom de quelqu'un d'obscur qui fait le même travail que lui. Et là on va atteindre la quintessence du néant absolu. Alors j'espère que l'amour du vide ne provoque pas de vertige contagieux et que ça va se cantonner à Franz-Olivier Gisbert, que je vous laisse écouter. Il dit n'importe quoi, il s'appuie sur absolument rien. Je vous redirai un mot juste après. Qui la ressent, si vous voulez, moi je suis fasciné de la dichotomie qu'il y a entre ce qu'on peut ressentir quand on réfléchit, et puis une grande partie de la population, mais ça c'est très simple, je pense qu'il y a une sorte de déni global, général en France, et pas seulement à la gauche ou à l'extrême gauche, c'est-à-dire la situation est tellement atroce, les gens préfèrent penser à autre chose, c'est-à-dire comme dit très bien Jérôme Fourquet, que vous invitez souvent et qui dit toujours, qui est quelqu'un d'absolument formidable, et il dit, c'est vraiment le grand politologue aujourd'hui en France, et il dit, qu'est-ce que font les Français ? Ils font des déjeuners en famille avec des barbecues et ils essaient de penser à autre chose. Donc je pose une question vraiment très simple que j'avais déjà posée ici, dans d'autres cas. De quel Français parle-t-il, lui qui ne fait jamais de reportage, jamais d'enquête et qui ne va jamais sur le terrain ? Alors est-ce qu'on parle du Café de Flore ? Est-ce qu'on parle, je ne sais pas, de la brasserie Lippe ? Mais en tout cas, il n'a aucune légitimité pour parler au nom des Français et des gens. Les gens, ça ne veut en journalisme absolument rien dire. Donc là, il donne juste son avis sans aucune assise et je trouve ça un peu regrettable qu'on continue lui aussi à l'inviter sur les plateaux télé. Et on passe au flop. Et tu commences par Raphaël Enthoven qui était sur 28 minutes. Oui, parce que j'ai... Le plateau de 28 minutes. Le plateau de 28 minutes, absolument. Alors ça remonte à légèrement avant les vacances, mais je viens de croiser un montage qui nous est offert par l'excellente Maud Destangal, qu'on a déjà vu ici, qui s'amuse à faire des petits montages, parce qu'elle a compris, et je trouve que c'est très sain comme démarche, qu'il n'y a pas besoin de beaucoup de texte, il n'y a pas besoin d'argumenter énormément, il suffit de mettre les images face à face, mais c'est un peu comme Caisse de Grève ou comme Ulysse, de mettre les images... Ils font des comptes Twitter très dynamiques. C'est ça, absolument, et qui font des montages et qui mettent en perspective des citations en montrant que les gens soit se sont trompés, soit ont menti, soit disent le contraire de ce qu'ils avaient dit quelque temps auparavant. Et là, c'est le cas pour Enthoven, qui va accuser une nouvelle fois la France insoumise d'attaquer les racistes, mais de jamais aller en justice. Sous-entendu, ils se dégonflent, ils ne font que pérorer et ainsi de suite. Après, évidemment, avoir traité la France insoumise du premier parti antisémite de France, sinon il n'aurait pas fait le job. Je vous laisse écouter. Pour moi, LFI est le premier parti antisémite de France. Et l'argument selon lequel ils n'ont jamais été condamnés pour antisémitisme n'a aucune valeur. Pour une raison simple, d'abord, c'est que ce sont les premiers eux-mêmes à accuser les autres de racisme ou de harcèlement sans leur faire un procès. C'est une image qui a suscité l'indignation. Daniel Obono, représenté en esclave avec des chaînes à son cou. Ce sont les premiers eux-mêmes à accuser les autres de racisme ou de harcèlement sans leur faire un procès. Est-ce que vous avez de votre côté déposé plainte ? Oui. Ce sont les premiers eux-mêmes à accuser les autres de racisme ou de harcèlement sans leur faire un procès. J'ai décidé de porter plainte. Alors, retour chez Hanouna, Cyril Hanouna chez Europe 1. Parce qu'il y a Cyril Hanouna chez CNews, Cyril Hanouna sur Europe 1 et bientôt Cyril Hanouna sur Canal. Et là, c'est Cyril Hanouna sur Europe 1 dans son émission dont j'oublie le nom. Oui, on marche sur la tête, je crois quelque chose comme ça, ce qui est presque autobiographique. Alors, il y avait pareil, alors il y a eu un tweet assez qui a énormément tourné parce que il a joué le rôle de soupape au moment des attentats chez Charlie, donc en janvier 2015. Et donc quelqu'un poste, alors je sais plus qui c'était, poste un tweet qui était de l'ordre de, je vous le dis à peu près de mémoire, on peut reprocher des trucs aux frères Kouachi, donc les deux terroristes, on peut leur reprocher des trucs, mais enfin depuis le début ils roulent français. Donc évidemment c'était du 114e degré et ça a permis de respirer un peu et puis de prendre ça, voilà, avec un peu une petite pointe d'humour noir de ce qui se passait à ce moment-là. Là, c'était de l'humour. Là, c'est pas de l'humour. On peut, sur les chaînes de Bolloré, critiquer, enfin, en l'occurrence, là, sur Europe 1, on peut critiquer Viktor Orban, le populiste d'extrême droite, mais... Pourquoi est-ce que le match Belgique-Israël ne peut pas être organisé en Belgique, mais peut l'être en Hongrie ? Pourquoi est-ce que l'exemple est parfait. Pourquoi est-ce qu'on a frais d'écart réservés aux Juifs au Royaume-Uni pour aller d'un quartier à un autre ? Pourquoi ?
Pourquoi ça existe au Royaume-Uni et ça n'existe pas en Hongrie? Pourquoi? Parce que à chaque fois, le même mal, l'islamisme, et l'islamisme, il n'est pas né en Europe. L'islamisme, on l'a importé. Donc à partir de ce moment-là, on peut critiquer Viktor Orban, on peut le trouver outrancier, on peut trouver qu'il va trop loin, on peut le trouver populiste, nationaliste, d'extrême droite, que sais-je. Il y a une réalité, c'est que si vous allez vous balader dans les rues de Budapest, eh ben vous n'allez pas vous sentir en insécurité comme dans certaines rues d'autres capitales européennes. C'est tout. Donc Gauthier Brett nous fait une espèce de point Godwin, puisqu'on peut aussi s'amuser à dire que, et c'est moi qui vais faire le point Godwin pour le coup, on peut dire que Hitler, on peut lui reprocher des trucs, mais n'empêche, il a construit des routes, il a créé la voiture du peuple, et ainsi de suite. Donc c'est complètement délirant de passer à côté de ce que fait et de ce que pense Viktor Orban, de cet homme d'extrême droite, pour justifier que les rues de Budapest seraient tranquilles et que finalement ce serait une sorte de victoire de la part de cet homme politique peu fréquentable. Et on reste sur Europe 1 où Philippe Val s'est surpassé. Oui, alors qui vieillit vraiment très mal, contrairement par exemple à Dominique de Villepin dont nous parlerons tout à l'heure, et qui tient une chronique qu'il annonce, alors pareil avec des transitions complètement artificielles, et là il s'extrême droitise, et notamment sur la question de l'islam, au point de tenir des propos qui ne sont pas simplement incohérents, mais qui sont complètement faux. Et là, il va donner sa propre définition de l'intifada, parce que vous savez, il y a quelqu'un qui est intervenu, alors qui apparemment ne joue pas FICHS, mais ça, c'est pas sur le fond, c'est pas le but de la chronique, est intervenu au cours d'une manifestation pour appeler à l'intifada à Paris, à Marseille, dans les grandes villes françaises. Et voilà la définition qu'il va donner de l'intifada. La semaine dernière, le dimanche 8 septembre, dans une manif pour la Palestine où défilait le gratin de la France insoumise, place de la Nation, à Paris, un certain Elias Imzalen est monté à la tribune. Sous les applaudissements de la foule, il a appelé à l'intifada dans Paris, c'est-à-dire qu'il a appelé à faire la chasse aux Juifs dans Paris, en banlieue et à Marseille, afin de les massacrer à coups de pierre. Alors, je rappelle que l'intifada, historiquement, évidemment, c'est la lutte contre l'armée d'occupation israélienne avec des pierres. D'ailleurs, je vous renvoie vers la célèbre chanson de Francis Cabrel, les pierres contre les casques lourds. Donc, évidemment, ça vise l'armée, ça ne vise pas les civils. Donc, on est très loin du pogrom, évidemment. Et personne n'appelle à chasser les Juifs. Mais qu'est-ce que c'est que ce délire de les chasser les Juifs à coups de pierre dans les rues de Paris? Ça n'a aucun sens. Alors, je veux bien qu'il ait un avis tranché. Là, c'est tout simplement du mensonge, c'est de la désinformation. Et je trouve que ce n'est pas extrêmement respectueux pour ses auditeurs. Peut-être que ça flatte une partie de ses auditeurs, mais pour l'information et pour ce qu'il est devenu, je trouve ça d'une tristesse absolument inouïe. Alors on continue sur Europe 1 qui, en quelque sorte, nous ramène au XXe siècle et à la rubrique faits divers de l'époque. Oui, c'est absolument incroyable. C'est-à-dire que là, ils ont traité... Alors évidemment, ils aiment beaucoup traiter les faits divers, donc ils ont traité ce qui se passe, les accès de violence qu'il y a actuellement à Grenoble et dans les alentours de Grenoble, avec des victimes nombreuses, malheureusement. Et là, qui vont-ils inviter pour parler justice et sécurité? Je vous laisse écouter, c'est effarant. Depuis plusieurs mois, le club de judo dit à la municipalité, regardez dans ce local à côté du nôtre, des locaux municipaux payés par le contribuable. Les délinquants sont installés et il ne se passe rien. Parce que même pour que la police nationale agisse, faut-il déjà que la municipalité dépose plainte. Et ce n'est pas le cas. Donc on a vraiment un immobilisme qui tourne à la connivence et ce cumul crée une synergie qui aboutit à l'explosion d'une ville. Les administrés ne disent rien. 10 ans de gestion. Vous avez là 10 ans de gestion. Quand on dit on voudrait le nouveau Front populaire à l'échelle nationale et LFI au pouvoir, mais qu'on vienne voir ce que ça donne au bout de 10 ans dans une ville. Alors pour les jeunes générations, je rappelle qu'Alain Carignon, l'ancien maire de la ville, ancien ministre, alors qu'il était ministre, a été condamné à 5 ans d'emprisonnement, dont 1 an avec sursis. Enfin 5 ans d'emprisonnement, ce qui était une première dans la Ve République, et à 400 000 francs d'amende, donc ça remonte à un petit moment. Mais ce qui était extraordinaire, une somme extraordinaire pour l'époque. Il faudra une émission pour citer le nombre de griefs, mais enfin c'est un escroc, c'est un voyou qui a été en prison et qui ose encore la ramener et se faire inviter, qui ose, alors pour le coup c'est pas de sa faute, mais Europe 1 ose inviter des repris de justice. Je les ai connus, Europe 1, je les connais d'ailleurs, un peu plus tatillons quand il s'agit d'autres personnes qui ont fait de la prison. Et puis là, en fait, au-delà du fait qu'il ait fait de la prison, il a taché ses mandats d'indignité et a priori, ça ne dérange pas trop une des principales radios de France. Bien entendu, tu ne pouvais pas oublier
les frasques de Yann Moix. Oui, Yann Moix, qui est de moins en moins fréquentable, si tant est qu'il l'ait été un jour, se retrouve donc sur l'une des chaînes Bolloré et va parler de l'un de ses adversaires politiques. Alors je ne sais pas pourquoi il lui en veut particulièrement lui, il s'agit d'Aymeric Caron, et il va surenchérir au point de sortir une énormité il va ensuite tenter de rétropédaler, mais évidemment le mal est fait. Je vous laisse écouter. Pour moi, le paradis, c'est de se réincarner en un animal. C'est vrai ? Voilà, ça serait ça mon paradis. Ah oui, mais quel en lézard. Je préfère passer ma vie dans un moustique que dans Aymeric Caron, par exemple. Oh et vous savez pourquoi ? Parce que la vie d'un moustique est brève, alors que celle de Aymeric Caron me paraît beaucoup trop longue. Oui, je souhaite sa mort, c'est tout. Ah non, Yann, vous ne pouvez pas dire ça. Mais attendez, j'ai le droit. Attendez, vous savez pourquoi je souhaite sa mort ? Parce que c'est pas parce que je la souhaite qu'elle va arriver. Ce qui est génial dans le cerveau humain. Non, on peut pas dire ça. Dans le cerveau humain, Pascal, dans le cerveau humain. C'est pas ce que vous vouliez dire. Non, si, attendez, c'est ce que je voulais dire. Non, on peut pas souhaiter la mort de quelqu'un. Non, mais attendez, mais vous me laissez pas terminer. Si, c'est tellement politiquement correct. Ouch. Oui, comme tu dis, c'est terrible de pouvoir, simplement de s'autoriser, c'est-à-dire de se dire, oui, je vais pouvoir le dire, je vais pouvoir dire que je souhaite la mort de quelqu'un, d'un adversaire politique, avant de rétropédaler, sachant que le message, c'est toujours la règle, hein, on avance, on fait 2 pas en avant, 1 pas en arrière, de façon à envoyer un message très clair aux téléspectateurs et aux auditeurs, et ensuite on fait semblant de revenir en arrière pour essayer de ne pas tomber sous le coup de la justice. Mais c'est vraiment minable de la part de Yann Moix qui est à son image, me semble-t-il. Alors les grandes gueules, Mourad, se sont surpassées dans le registre je le sais de sources sûres parce qu'un pote me l'a dit. Oui, alors là, c'est un gars qui s'appelle Johnny Blanc, je ne sais pas trop qui c'est, je crois que c'est un restaurateur, enfin bref, c'est l'un des chroniqueurs des grandes gueules, et qui va sortir un marronnier. Alors je rappelle ce qu'est un marronnier en journalisme, alors lui, c'est pas du tout un journaliste, évidemment, mais un marronnier, c'est quelque chose qui revient tous les ans, enfin, vous voyez, la rentrée des classes, les huîtres à Noël, et ainsi de suite. Et lui, le muguet, au mois de mai, j'avais oublié, et lui va sortir un marronnier absolument immonde, parce qu'il touche les gens les plus précaires, les gens les plus pauvres, les familles les plus pauvres, qui perçoivent la prime de rentrée scolaire. Et évidemment, la prime de rentrée scolaire, devinez à quoi elle sert, et écoutez surtout quelle est sa source. Qu'est-ce qu'on a fait ? On donne une allocation de rentrée scolaire encore plus importante. Oui. Quand tu parles aux éboueurs de Paris, ils te disent quoi ? La semaine où on verse les allocations de rentrée scolaire, on passe notre temps à ramasser des cartons d'écran plat sur les trottoirs. Donc il y a un moment, j'ai envie de dire, il faut se poser les bonnes questions. Oui, il faut peut-être aider les gens qui en ont besoin, mais il faut arrêter de balancer de l'argent comme on le fait. Les gens, ils ne sont pas plus pauvres qu'avant. Je n'y crois pas une seconde. Alors, ce qui m'a interpellé, évidemment, c'est les écrans plats, puisque c'est un marqueur, les écrans plats, notamment Jean-Michel Blanquer, l'ancien ministre printanier républicain de l'Éducation nationale, avait utilisé lui aussi ce terme et avait validé ce propos en disant que les gens achetaient à la rentrée beaucoup plus d'écrans plats. Alors... Les écrans plats, aujourd'hui, c'est généralisé. En fait, dire écran plat, ça fait très old school. Parce évidemment. Et j'ai envie de dire que quand on est collectionneur, on paye très cher un écran pas plat, justement, un écran cathodique. Et donc là, quand on dit écran plat, mon oreille se dresse et je sais que ça va être un truc bien pourri. Alors là... Il explique qu'il passe son temps à discuter avec les éboueurs parisiens qui reconnaissent les cartons et qui eux-mêmes, vu leur salaire, doivent percevoir la prime de rentrée. Je les vois mal raconter des bêtises comme ça et se tirer une balle dans le pied. Et surtout... Mais plus qu'il te dit qu'on lui a dit... Mourad. Oui, c'est vrai. Mais je tiens... vous pouvez le vérifier assez facilement sur, notamment, je crois, Libération et sur le compte de la CNAF. Il y a des enquêtes très sérieuses, c'est pas du comptoir de bistrot, très sérieuse qui explique que non, il n'y a pas au mois de septembre de vente supplémentaire. Ça se passe plutôt vers le mois de novembre et le mois de décembre, évidemment les fêtes aidant, mais absolument pas au mois de septembre. Laissez, s'il vous plaît, ces familles tranquilles, ne serait-ce que le temps de la rentrée. Alors on passe à la rubrique au microscope. De quoi veux-tu nous parler cette semaine, Mourad ? Alors justement, on en a brièvement parlé tout à l'heure. Je voudrais me pencher sur le cas de l'ancien Premier ministre, l'ancien patron du Quai d'Orsay, Dominique de Villepin. Il est passé à la fête de l'UMA. Où nous étions d'ailleurs, le média était, où j'étais présent, et voilà, où j'ai rencontré des gens fort sympathiques au demeurant. Et il y a eu cette fameuse table ronde avec Dominique de Villepin et le rédacteur en chef de l'Humanité, Sébastien Crépel notamment, et Rosa Moussaoui, notre consoeur également de l'Humanité. Et ça a fait beaucoup parler, mais je vous laisse d'abord regarder. Alors, je vous demande de souligner le trait d'humour d'entrée de Dominique de Villepin, qui est absolument, je trouve ça absolument léger et sympathique. Mais sur le fond, il va dire des choses extrêmement intéressantes et il va recevoir un accueil étonnamment positif. Je vous laisse écouter. Alors, je ne suis pas forcément le mieux placé pour parler de dissolution.
Les médias m'ont fait gagner des galons dans l'ordre de la dissolution. Mais je me permettrai de dire quand même que cette dernière dissolution n'a rien à voir avec la précédente. Là, j'avoue que... C'est parce qu'elle s'était mieux finie. Non, là, j'avoue que on a un maître S-dynamite. Donc, les résultats sont à la mesure de l'ambition. Le risque d'une crise de régime, c'est aujourd'hui se couper de l'exigence démocratique. Et c'est pour ça que j'ai dit dès le lendemain du résultat de la dissolution qu'il fallait faire les choses avec méthode et dans l'ordre, en respectant les Français. Il y a une force arrivée en tête, il fallait lui donner sa chance. Alors aujourd'hui, on est dans la situation très, très singulière où c'est le parti arrivé en dernier qui forme le gouvernement. Alors, oui, mais reconnaissez quand même qu'il y a un mérite à ce choix. C'est qu'il donne raison à la parole évangélique. Les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Alors quand je dis étonnamment positif, c'est faussement naïf, puisque évidemment les positions actuelles par rapport notamment au nouveau Front populaire et à la situation gouvernementale se rapprochent de celles et des enfin de la gauche en général, de toutes les composantes du nouveau Front populaire. Et donc ça a été pas mal commenté, tout comme évidemment depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs mois maintenant, et commenté sa position et critiqué sa position sur Gaza. Je vous laisse écouter France Inter et la manière dont il parle, il se positionne sur Gaza et sur la diplomatie française en général. Aujourd'hui, nous n'avons plus de voix sur la scène internationale. On a l'Ukraine qui est en train de s'accélérer, de se dégrader. On a Gaza qui est sans doute le plus grand scandale historique je n'ose pas même trouver de référence et dont plus personne ne parle dans ce pays. C'est le silence, la chape de plomb. Les médias n'en parlent plus. Je suis obligé de googler pour trouver une brève qui me donne des nouvelles du nombre de morts qui se passent à Gaza. C'est un véritable scandale sur le plan de la démocratie. Et tout cela au nom de quoi ? Au nom de la guerre. Ah, c'est la guerre, c'est comme ça. Je veux bien, mais c'est pas une guerre tout à fait comme les autres à Gaza, puisque ce sont des populations civiles qui meurent. Donc on est en absurdie. Et la France s'efface. C'est la France qui est en train de payer l'addition. Et ça, moi, je ne peux pas l'accepter. Donc on parle de l'accueil positif, des choses positives, comme c'est ce qui s'est passé à la fête de l'UMA, bien évidemment, mais il y a aussi des choses négatives, et même très négatives. Alors ce qui est drôle, c'est que ça dépend d'où on observe Dominique de Villepin. Et là, j'ai pris le cas extrême parce qu'il y a énormément de réactions. Je vous invite à aller les voir, c'est assez facile à trouver. Donc j'ai pris l'une des plus symptomatiques, c'est celle d'Yvan Rioufol, donc qui est très 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 à droite. Ah non, alors je sais plus s'il est encore au Figaro ou pas, mais c'est quelqu'un vraiment à droite de la droite qui s'est fait épingler à plusieurs reprises sur des thématiques notamment vis-à-vis des étrangers, de l'islam et ainsi de suite. Et là, il va tenir un propos complètement lunaire où il va carrément caser de Villepin, non pas à droite, non pas au centre, mais carrément à gauche. Et écoutez, parce qu'il fait une autre allusion qui montre à quel point il est tellement à droite, de la droite, que lui voit des gauchistes et des islamo-gauchistes partout. Je vous laisse écouter. Villepin, c'est typique de la figure dite de la droite qui en fait n'avait rien de droite, comme n'avait rien de droite non plus Jacques Chirac. On voit que c'était toute une... ou Alain Juppé qui lui-même se disait à l'époque qu'il voulait bien être altermondialiste. Je me souviens de cette déclaration saugrenue qu'il avait eue il y a 20 ans. Donc on voit naturellement que les masques tombent parce qu'en fait Villepin se mélenchonise. Mélenchon est dans le corps de Villepin. Il parle comme Mélenchon. Il parle comme Mélenchon vis-à-vis de Gaza, vis-à-vis d'Israël. Il y a là un tropisme pro-arabe et anti-israélien qui est d'ailleurs celui du Quai d'Orsay. Il est également diplomate et qui me semble-t-il, le rend inaudible dans ses analyses du conflit israélo-palestinien. Et puis, il y a plus généralement, me semble-t-il, toujours une manière chez lui de vouloir flatter le camp d'en face étant naturellement l'extrême gauche. À ce prix-là, même Jacques Chirac, qui est un peu la figure centrale du post-gaullisme, aurait été un islamo-gauchiste. Oui, c'est quasiment ce qu'il dit dans cet extrait, c'est-à-dire qu'il dit que Chirac avait des positions de gauche. Alors on ne sait plus qui est à droite, qui est au centre, qui est à gauche, et ça devient problématique parce que c'est plus d'analyse, ça devient du grand n'importe quoi. Sachant que Villepin, en plus, très régulièrement, quand il intervient, c'est sur la longueur, c'est-à-dire qu'il prend le temps d'expliquer son point de vue. Il a été accusé d'antisémitisme, évidemment, quand
quand il a parlé notamment des grandes major compagnies américaines qui disaient que les acteurs avaient du mal à pouvoir s'exprimer, notamment sur le conflit à Gaza. Ça a été démenti, évidemment. BFM avait présenté ses excuses. Enfin, voilà, on en avait encore parlé la semaine dernière avec, je crois, dans une partie du microscope. Je trouve d'une malhonnêteté confondante de ne pas considérer que, vu son parcours, il puisse avoir une analyse un peu sérieuse, un peu précise, et surtout, c'est ce qui manque beaucoup, moi qui observe les médias de manière régulière, ce qui manque beaucoup, c'est l'argumentation. Et lui, on ne peut pas lui reprocher de ne pas argumenter. On peut ne pas être d'accord avec De Villepin, moi ça ne me dérange pas du tout, je ne suis pas son avocat. Simplement, ne pas mesurer la richesse et la force de son argumentaire me semble tout simplement malhonnête. Genre, si on revient sur Franz-Olivier Gisbert, par exemple, on est aux antipodes, complètement aux antipodes. Il s'appuie sur rien, on ne sait pas d'où ça vient. Là, on a quelque chose de construit. Donc voilà, j'ai trouvé les réactions face à la position de Villepin excessive, pour pas dire complètement ridicule, et parfois partisane, comme ça a été le cas pour notre ami Rioufol, et je regrette qu'il n'y ait pas comme ça un équilibre réel. Alors il y a aussi eu, j'ai écouté, il faudra d'ailleurs un jour qu'on en parle en profondeur des informés, parce que les informés de France Info, donc c'est des gens qui sont invités. Alors il y a eu le scandale avec Chloé Morin, qui avait été invitée alors que c'était la compagne de Jean-François Aquili, l'animateur, et pour que faire la promo, la promo de son bouquin. Alors ça, l'équipe a un peu... Et qu'ils n'ont pas dit qu'elle était la compagne, parce qu'en fait, bon, ça peut se faire, mais il faut le dire. Oui, bien sûr, il faut être transparent. Et donc l'équipe a un peu changé, mais enfin, on trouve un peu des toutologues aussi, là, c'est un peu un repère de toutologues qui donnent leur avis sur des choses qu'ils ne maîtrisent pas forcément. Et donc là aussi, j'ai entendu des choses sur De Villepin qui ne sont pas franchement proches de la réalité, mais enfin, on n'en est plus là dans certains médias. Et donc j'aimerais juste que la profession fasse preuve d'un peu plus de sérieux, quitte à réduire, par exemple, pour les informer, réduire le nombre d'invités, mais les inviter sur vraiment quelque chose de précis, dont ils ont une expertise à nous partager, et pas les faire blablater sur tout et n'importe quoi. Parce qu'à la fin, quand vous écoutez les informés, je trouve qu'à la fin, mais on en reparlera, on ne sait pas ce qu'on a réellement appris, et donc on est un peu frustré. Alors, bon, et pour évoquer Dominique de Villepin, c'est une figure que je trouve assez antipathique, moi, à titre personnel, mais ce qui est gênant dans les critiques qui lui sont adressées, c'est leur caractère oublieux, parce qu'en réalité, Dominique de Villepin est fidèle à la ligne du gaulo-mitterrandisme, qui a été un peu la ligne stratégique de la diplomatie française depuis des décennies, et le gaulo-mitterrandisme, justement, se distinguait de l'atlantisme par un certain nombre de refus d'aller dans l'occidentalisme, notamment en ce qui concerne le Proche et le Moyen-Orient, et même l'Amérique latine, exprimer une différence vis-à-vis des États-Unis et du bloc anglo-saxon. Alors, du point de vue d'une personne d'origine africaine comme moi, le gaulo-mitterrandisme, c'était un impérialisme qui avait pour vocation de se montrer plus beau qu'il n'était à certains endroits, comme le Proche-Orient et l'Amérique latine, et qui exprimait sa violence post-coloniale de manière assez aveugle en Afrique. Et donc Dominique de Villepin en était une incarnation, parce qu'il a été au cœur de la guerre civile en Côte d'Ivoire. Il a été également au cœur du coup d'État contre Aristide, avec Régis Debray, un intellectuel flamboyant, mais qui a joué un jeu terrible, notamment parce que l'ancien président Aristide réclamait des réparations suite à toutes les infamies esclavagistes et coloniales à Haïti. Donc, effectivement, c'est une posture qui a ses limites, puisque c'est toujours une posture impérialiste, mais c'est une... Mais d'un point de vue systémique, dans le monde, la voix de la France avait cet avantage-là qu'elle relativisait la voix unilatérale des Américains et des Anglo-Saxons sur des conflits importants comme le Proche-Orient. Alors dire la même chose que De Gaulle et Chirac sur la Palestine aujourd'hui revient à être islamo-gauchiste. Ça veut dire que non seulement ils sont hostiles un peu bêtement à Dominique de Villepin, mais en plus ils ne rendent pas justice à l'histoire de France, et c'est vraiment dommage. Bien sûr, et je terminerai là-dessus, parmi les reproches qui sont faits à Villepin, évidemment, et le fait qu'alors d'abord il est venu à la fête de l'UMA, c'est une tradition, il y a toujours un opposant politique invité à la fête de l'UMA, hein, c'est tous les ans comme ça, d'une part. D'autre part, j'ai un scoop, il n'est pas communiste, hein, voilà, on va le préciser quand même. Mais on se rappelle évidemment de son bilan politique de droite en France, mais n'oublions pas sur cette question géopolitique, et tu l'as souligné, mais n'oublions pas le 2003, enfin, n'oublions pas l'Irak, n'oublions pas les Nations Unies, et n'oublions pas le fait que de son fameux discours de 2003 pour dire que nous n'irons pas, la France n'ira pas en Irak, et ça je lui en serais gré, je pense, quelques décennies encore, si on me prête vie.
Alors, on continue avec ton coup de cœur. Oui, alors il est lié à l'actualité, puisque c'est un ouvrage collectif. Alors, ce sont des textes qui ont été choisis par Béatrice Orès, Michel Sibony, qu'on a déjà croisé ici, et Sonia Feynman, et ça s'appelle Antisionisme, une histoire juive. Alors, c'est un ouvrage extrêmement complet qui fait le point sur cette question de l'antisionisme, notamment, évidemment, alors pour moi, c'est presque un document de travail, tellement c'est complet, ça se lit pas d'une traite, hein, c'est un petit peu chargé, mais au moins, il y a des références extrêmement importantes. Et alors, ça part, je vais vous lire juste une partie de la Tiade de coupe, ça part en fait de la cérémonie officielle commémorant pendant le 75e anniversaire de la rafle du Veldiv, au moment où le président français déclarait devant le chef du gouvernement israélien, Benjamin Netanyahou, déjà lui, « Nous ne céderons rien au message de haine, nous ne céderons rien à l'antisionisme, car il est la forme réinventée de l'antisémitisme. » Et effectivement, c'est un ouvrage de déconstruction de l'idée qu'à partir du moment où on émettrait, et donc il y a des projets de loi qui tournent comme ça pour cette question, autour de cette question de l'antisémitisme et de l'antisionisme, à partir du moment où on émet la moindre critique du gouvernement israélien, surtout en ce moment, on tombe dans la case antisionisme qui elle-même, par capillarité, nous fait tomber dans la case antisémitisme et que c'est pas possible. Et alors l'intérêt évidemment de cet ouvrage, c'est qu'il est écrit par des juifs eux-mêmes, enfin elles-mêmes en l'occurrence, et que leur parole en tant que personnalité juive est un tout petit peu compliquée à remettre en cause, notamment sur le terrain de l'antisémitisme. Donc vraiment, c'est un ouvrage à avoir si vous souhaitez déconstruire et à lire si vous souhaitez déconstruire tous ces bobards qui tournent notamment autour de l'antisémitisme. Je rappelle, c'est Antisionisme, une histoire juive, texte choisi par Béatrice Orès, Michel Sibony et Sonia Feynman. Alors c'est des militantes et des militants que je salue très chaleureusement du fait de leur combat qui est très compliqué. Être juif aujourd'hui, être antisioniste et être de gauche, c'est pas chose facile en France. C'est aux éditions Sileps. Et merci Mourad, et j'en profite pour te donner la parole au sujet de tes remerciements rituels. Alors, comme je le disais tout à l'heure, nous étions présents sur la fête de l'UMA, donc on a croisé énormément de gens. On avait un morceau de stand sur le village des médias indépendants, et donc on a rencontré beaucoup de monde. Donc évidemment, comme j'avais promis de faire court, je vais pas pouvoir tous les saluer, mais je vais le faire en deux fois. Je vais le faire une première partie aujourd'hui, puis je le ferai la deuxième partie la semaine prochaine, sans en ajouter, sinon on redécale et on n'en finit plus. Alors, je salue très chaleureusement Salah de Lyon, militant CGT, Mona et Claude du quartier Nation à Paris, le groupe Tamalou. Le groupe Tamalou, donc c'est des personnes plutôt d'un certain âge, Tamal ou voilà, donc ils ont créé un groupe et ils nous suivent. La librairie, pas loin d'ici, la librairie à la marge de Montreuil, qui recevait notamment Edwy Plenel juste après le tournage de la dernière séquence, donc ils font vraiment du bon travail. Mohamed de Belleville, Julia de Saint-Denis et Charlie également de Saint-Denis, Zoret de Paris, Johan, j'ai pas le lieu, je sais pas pourquoi, Fabrizio de Palerme, nous sommes regardés à travers le monde entier, Boris de Nancy, Anaïs de Lyon, Béatrice de Paris, qui est la militante UJFP, Union des Juifs Français pour la Paix, qui a co-signé cet ouvrage. Khalid de Paris, Simon de Belfort, Éric de Paris également, Nadia et Damien de Toulouse, Fernando de Paris, Luigi de Marseille, Brice et Jade d'Aix en Provence. La suite la semaine prochaine, et toutes mes amitiés aux gens que je n'ai pas encore cités. On te remercie une nouvelle fois. Merci à vous d'avoir regardé l'œil de Mourad sur le média. L'œil de Moumou sur le média, sur le canal 165 de la Freebox, sur YouTube ou sur notre site internet. Le média, votre média, on le rappelle, ne vit que des abonnements de soutien et des dons de celles et ceux qui, comme vous, le regardent et l'aiment. Donc, si vous le pouvez, allez sur lemediatv.fr/soutien et donnez-nous de la force, donnez-vous de la force. Restez connectés aux médias.